Ouais. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Salut Julien, Salut Sébastien, ça va? ça va et toi? Alors, Très bien, très c'est bien. la rentrée, c'est la rentrée aujourd'hui et ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'émission et ça va être l'occasion de parler de différents sujets qu'on a pu explorer ces derniers mois, des nouveautés de Scrap.io et puis des futurs développements en fait. Donc on a pas mal de choses à vous partager aujourd'hui et notamment en fait un truc qui revient beaucoup dans des discussions qu'on peut avoir nous en interne mais qui est aussi finalement un choix de business model, c'est la prestation vs le SaaS, ou bien est-ce que quand on a un SaaS, on doit faire de la prestation ou la refuser? C'est un sujet qui est toujours prégnant. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, le SaaS, c'est toujours la Rolls du business model, dans le sens où c'est un business qui est automatisé, où on a tout qui se fait en automatique une fois que ça a été construit. Ça demande beaucoup d'efforts à la construction, mais ensuite, effectivement, il n'y a pas nécessairement besoin de beaucoup d'interactions avec les clients sous format de prestation, puisque tout est délivré automatiquement. Donc on est plus dans une logique de libre service. Maintenant, quand on a un SaaS, il se trouve aussi qu'il y a des gens qui veulent avoir soit plus de facilité, soit pas du tout faire le truc, soit avoir des limites différentes, soit avoir quelque chose qui n'est pas délivré directement par le SaaS et se pose la question de savoir si on le traite, si on le traite pas, parce que parfois, et même souvent d'ailleurs, c'est plutôt des grosses boîtes qui ont ce type de demande, donc qui arrivent avec des budgets qui sont relativement importants. Et la question, elle se pose régulièrement, du moins elle revient souvent dans les discussions, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ce cas de figure-là, parce que, bon, bah voilà, ils ont du budget, mais ils voudraient ça, et ça, c'est pas un truc qui est aujourd'hui implémenté dans le SaaS. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on s'assoit sur l'argent? Est-ce qu'on dit non? Est-ce qu'on le fait quand même en format de prestation? Est-ce qu'on le fait dans un cadre plus large, en réfléchissant à plus long terme? Et c'est un sujet qui est vraiment, je trouve intéressant, parce que ça rejoint un petit peu cette idée de savoir dire non et de savoir où s'arrêter. Quand on est entrepreneur, évidemment, la première motivation, c'est le chiffre d'affaires, c'est faire de l'argent. Et jusqu'à un certain niveau, on est toujours motivé par le chiffre. Et effectivement, refuser 5 chiffres à une boîte qui te dit « Ok, je peux te faire le virement demain de 5 chiffres », c'est compliqué intellectuellement au départ. Et c'est pas forcément confortable par ailleurs de se dire « Ok, je dois dire non ». Parce que, en fait, et c'est tout ça en fait que je vous propose un peu d'explorer, parce qu'il y a des réflexions sous-jacentes qui sont intéressantes, je pense, en termes de business et de réflexion plus long terme. Parce que la réalité, c'est que la prestation, c'est un one-shot aussi grosse que soit la somme. Elle va correspondre à un travail très précis, mais rien ne dit que si tu prends 20 000 balles aujourd'hui pour un travail qui va te demander 3-4 jours, c'est certes beaucoup de chiffre d'affaires potentiellement, mais par contre, dans un mois, dans 2 mois, il n'y aura rien de plus. Un SaaS, en fait, on capitalise beaucoup sur l'idée que chaque feature, chaque amélioration et même le système en lui-même fait que les gens restent abonnés et donc finalement peut-être qu'ils vont rapporter plus d'argent dans le temps que quelqu'un qui arrivera avec un gros chiffre immédiatement. Mais l'un n'empêche pas l'autre, finalement, on pourrait envisager de faire les deux. C'est quoi ta position, Julien, et ta vision sur le truc? Alors, moi, je pense que j'ai- j'aime pas du tout travailler sur des choses jetables. C'est-à-dire que quand tu fais du SaaS, chaque code que tu crées, en fait, il te servira pendant des années. Tu vois. Là, on utilise toujours du code sur Scrap.io qui a été fait en 2021. Ça marche très bien et voilà quoi. Après, il y a une nuance quand même que t'as pas apportée, qui pour moi est importante. Donc, en général, je suis plutôt contre l'idée de faire des prestations, même si le montant du virement peut être important. Si c'est juste du one shot, si c'est juste un client qui a un besoin spécifique qui ne s'applique qu'à lui. Maintenant, il y a quand même une nuance que j'apporterai qui est de dire, et c'est celle que moi j'ai dans le business et que nous on a dans le business, c'est de dire que, en fait, quand il y a un client qui veut quelque chose, qui te demande quelque chose, potentiellement il y en a des dizaines derrière. Donc, les prestations, c'est intéressant dans la mesure où ça te permet de savoir ce que les gens veulent. Parce que le danger aussi quand tu fais du ça, c'est quand tu dis voilà, on va pas faire de prestations, on va pas répondre aux gens, c'est que tu vas toi-même te mettre dans une idée de à quoi ton SaaS devrait ressembler. Et finalement, tu peux dévier en fait de ce que les clients veulent. Mais un client qui te demande une prestation, qui te demande un truc particulier à ajouter sur ton SaaS, c'est aussi un bon indicateur de la direction que devrait prendre ton SaaS. Parfois. Pas toujours, mais assez souvent. Parce qu'un client qui te demande un truc,
c'est souvent qu'il y en a d'autres derrière qui aimeraient l'avoir aussi, mais qui le demandent pas. Donc, je pense que la distinction, elle est là, et je pense que c'est pour ça que nous, on n'a pas totalement fermé la porte à ça. Par exemple, là, on a récemment un gros client qui nous a demandé d'augmenter un peu notre puissance de scrapping. Il nous a demandé des colonnes supplémentaires. On en parlera après d'ailleurs de ça, des colonnes supplémentaires qui sont venues sur l'application. Mais à la base, justement, ça vient d'une demande de ce client-là il est arrivé avec un gros budget. Il a dit voilà, moi j'ai besoin d'avoir de la puissance de scrapping pour maintenir des fiches à jour tous les mois et c'est des millions de fiches. Et j'ai besoin d'avoir ces données supplémentaires sur les fiches, ces données qu'on n'a pas actuellement. Et donc du coup, pour lui, on a dit oui, bah oui, ça, on accepte. Et on va le faire parce qu'en fait, c'est un truc qui sert à tout le monde. Et c'est vers ça que doit aller notre produit, en fait. Donc, je pense que c'est intéressant aussi, cette vision-là. Ah oui, Voilà. bien sûr. Non, tu as totalement raison. J'irais même un peu plus loin que toi. Tu disais, en fait, ça donne un bon retour de marché de ce que les gens veulent. C'est même mieux que ça, c'est des gens de ce qu'ils sont prêts à payer. C'est-à-dire, quand tu as quelqu'un Ouais. qui te dit, cette feature, je suis prêt à te mettre quelques dizaines de milliers de balles pour que je puisse l'avoir, c'est beaucoup plus puissant qu'un déclaratif de truc, ouais, non, ça m'intéresserait d'avoir telle info, quoi. Et puis, l'autre petit point pour nuancer un peu le propos, c'est qu'on a commencé par, enfin, Scrap.io a commencé par de la prestation. C'est-à-dire que avant Scrap.io, on vendait des fichiers Excel sans mettre à disposition le libre service, mais on le faisait pour le compte de client. Ce qui a permis effectivement de valider l'intérêt en fait de Google Maps en tant que source de data sur un angle qui était totalement différent de celui de LinkedIn pour le coup, et qui avait des gens que ça intéressait, qui avaient des use cases, qui avaient vraiment des gens qui les utilisaient concrètement pour prospecter tous les jours et que ça fonctionnait très bien, et c'est pour ça qu'ils nous ont acheté des millions et des millions de fiches en réalité, et on a fait vraiment de belles OP sur un secteur qui n'est pas du tout tech en plus. Bref, c'était vraiment quelque chose qui était une confirmation. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un vrai retour marché qui est intéressant. D'ailleurs, souvent, on peut se dire que même une bonne idée de ça, c'est quand tu l'as déjà validé avec une presta, plutôt que d'arriver en codant le truc, ce qui aurait pris des mois, avec une vision qui est peut-être parcellaire de la problématique, tu arrives là avec quelque chose qui est bâti sur un retour terrain effectif, ponctué par de l'argent sonnant et trébuchant, qui fait que là, pour le coup, tu écoutes un peu plus ce que disent les gens en matière de retour. Et c'est vrai que ça a été un excellent point de départ. Et puis aujourd'hui, effectivement, la ligne de conduite qu'on a, mais qui nous concerne nous, je pense qu'il y a quand même une nuance qui est différente à avoir. À la fois, quand tu as beaucoup de développeurs, peut-être que tu peux t'autoriser de dire, OK, on va mettre 10% des effectifs sur les demandes de clients, par exemple, spécifiques. Je ne sais pas si ça se fait dans l'univers des SaaS comme ça, mais j'imagine dans certains cas de figure, ça doit sans doute être jouable, ou à contrario, eh bien, tu as les autres qui refusent totalement. L'idée de rester un petit peu ouvert en fait, au marché, quand même, je trouve un bon équilibre finalement sur le truc, c'est de ne pas être sensible en fait, à l'argument de l'argent. Bon, évidemment, il faut faire suffisamment de chiffres pour pouvoir se le dire, mais d'éliminer cette variable-là en se disant qu'ok, mais ce chiffre-là, je pourrais le faire avec plus de clients. Si le temps que je passe à faire cette prestation, je le mets à développer l'activité, en fait, bah, je vais m'y retrouver encore plus que si je prenais ce client maintenant. J'ai l'impression de prendre plus d'argent parce que je prends l'argent tout de suite, mais en réalité, ce n'est pas forcément vrai quand on le regarde sur le long terme, au long cours du moins, et avec un petit peu de recul. Donc c'est vraiment à équilibrer. Mais je pense que démarrer par de la presta, c'est une bonne idée plutôt que de partir en codant les trucs. Ça donne déjà les premiers points d'entrée sur le marché, savoir ce qu'on met dans le SaaS, savoir ce dont les gens ont besoin, ont envie et payent pour avoir. Et c'est vrai que je me souviens de ce client dont on parlait là précédemment, eux, ils s'en foutaient des emails. Ils démarchaient par téléphone. C'est en fait, tu vois, tu aurais pu te dire, on va faire un SaaS, les mecs, il y a que les emails qui les intéressent. Tu n'aurais pas mis le téléphone, par exemple. Truc à la con, évidemment, mais ça perd tout son sens, quoi. Et donc, évidemment, il y avait vraiment de l'expérience à prendre dessus avant de pouvoir développer quelque chose de pertinent. Mais bref, Après, ouais. Après, il y a une question de dispersion aussi, c'est-à-dire que ouais, il faut, c'est là, je pense, que c'est elle est là la difficulté, c'est de savoir ce qui colle à ta vision et à là où tu veux aller, et ce qui te ouais. disperse. Parce que par exemple, si on avait des gens qui venaient sur Scrap.io, on en a d'ailleurs, qui nous demandent, ils nous disent, ah ouais, vous scrapez Google Maps, est-ce que vous scrapez pas Instagram aussi, est-ce que vous scrapez pas LinkedIn? Euh, ouais, mais c'est autre chose en fait. Donc pour nous, Ouais. l'effort que ça nous demande d'aller scraper Instagram, il est infiniment plus important que le fait de rajouter une donnée sur Google Maps, tu vois. Mais quand quelqu'un nous demande une feature qui est dans notre cœur d'activité,
et qui bénéficie à tout le monde et qui est vraiment dans ce qu'on fait, là, ouais, ça vaut le coup. Il y a une autre partie de prestations dont on n'a pas parlé, mais c'est pareil, quand on a les gens qui nous demandent de scraper d'autres trucs, mais on a des gens qui peuvent demander aussi des OP de call mailing, bref, de la prospection, de fournir des leads qui soient plus qualifiés, c'est-à-dire de les travailler commercialement en amont. Et ça, en fait, ça, on ne le fait pas en revanche. C'est la limite qu'on a faite, c'est de dire, OK, il faut que ça serve le développement du produit, uniquement celui-ci, de ne pas se perdre dans l'expertise. Parce que si tu commences à faire des OP de call mailing, tu ne deviens plus un SaaS, tu deviens une agence de call mailing. Et c'est plus du tout le même boulot, c'est pas les mêmes enjeux, ça ne sert pas le développement de l'un ou de l'autre, c'est pas bâti avec la même logique. Donc effectivement, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut pas le mélanger du moins avec l'idée de on va tout faire. Parce que finalement, bon, vu que tu fais du call mailing, tu fais de l'acquisition. Si tu fais de l'acquisition, tu vas faire de la publicité, parce que quand même c'est une manne énorme sur laquelle tu peux pas t'asseoir. Et donc du coup, tu te retrouves avec une palette de trucs, tu vas scraper tous les réseaux qui existent, et puis tu vas faire toutes les OP qui sont possibles en automatisation, en grosse, en lead generation, et tu te retrouves avec un truc qui ressemble plus à rien, où tu as un client qui arrive avec un besoin qui est pas du tout calibré, et à chaque fois tu repars de zéro ou pas loin, et donc tu dois réapprendre en permanence. Tu passes d'un mec qui s'adresse au coiffeur à un autre qui parle à des startups. Enfin bref, ça c'est un truc qui est difficile à comprendre, mais il faut être capable de savoir dire non pour finalement mieux servir ses propres intérêts sur le long terme, quoi. Le truc de court terme, évidemment, c'est toujours le seul raisonnement d'entrepreneur, c'est l'argent que ça rapporte, c'est pas autre chose, quoi. Et il faut faire abstraction de ça, ouais, je pense. C'est à peu près le seul Ouais, moyen. mais je pense que de toute façon, c'est même pas qu'une problématique pour nous et pour les SaaS, tu vois. Ça peut être aussi une problématique. Là, tu évoquais le fait de faire de la pub, du SEO, du gros, du machin. Les agences web qui veulent aussi, à qui on demande tout et n'importe quoi. Bah, Ouais. après, c'est notre manière de fonctionner, tu vois. C'est soit tu dis, voilà, nous, on est une agence web, on fait beaucoup de choses, on fait de l'ADS, on fait du SEO, on fait des sites, on fait des réseaux sociaux, mais on va se concentrer sur le fait de revendre des prestats différentes aux mêmes clients. Soit tu dis, voilà, nous, on fait que des réseaux sociaux, on fait que du SEO, mais on va le faire, on va avoir des process des choses pour le faire. Mais tu vois, en fait, la manière dont tu gères ta production, commercialement, c'est plus confortable, en fait, de revendre d'autres choses aux mêmes clients. Mais d'un point de Ah vue oui. produit, d'un point de vue de production, en fait, ça implique d'avoir plein d'expertises différentes, plein de produits différents, plein de choses différentes, au lieu d'en avoir qu'un seul que tu vas peaufiner, en fait. C'est ça, Et tu dilues ton expertise et il y a deux spécialisations. Il y a la spécialisation métier et puis, enfin quand je dis métier, c'est nous on est spécialisé sur Google Maps, mais tu as des gens qui vont se spécialiser sur une catégorie professionnelle. Par exemple, des gens qui ne prospectent que des agences web ou que des plombiers ou que des coiffeurs, peu importe, mais des gens qui sont soit sur une compétence très précise, soit sur une cible très précise, c'est-à-dire plutôt un besoin en réalité. Et effectivement, il y a des boîtes, beaucoup aux États-Unis, des agences web, ce qu'on voit assez peu en France, je trouve, qui sont dédiés des agences marketing pour plombiers ou pour entrepreneurs. Mais la taille du marché aux États-Unis permet de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'en France, si tu fais une boîte qui est spécialisée dans le marketing pour les coiffeurs, bon, ça fait du monde peut-être, mais finalement c'est un marché potentiel, mais qui est déjà largement occupé, machin, etc. Bon, quand tu regardes le truc, au final, ça fait pas tant de monde que ça. Aux États-Unis, il y a des tailles effectivement de catégories qui sont quand même beaucoup plus importantes. Évidemment, 50 États, donc ça fait beaucoup plus d'entreprises. Et pour le coup, ça fait vraiment des chiffres où ça fait sens d'être spécialisé. J'ai même vu dans certains cas des mecs qui étaient spécialisés dans un État et sur une catégorie bien précise. C'est-à-dire, je suis spécialisé dans les entrepreneurs du bâtiment en fait en Californie. Parce que mais, en fait, le chiffre est suffisant. mais en fait, même d'un point de vue marketing, tu vois, percer en étant spécialisé, c'est beaucoup plus facile que de percer en étant généraliste. Ouais. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'était Dan Kennedy, qui est un marketeur américain, qui parlait, il expliquait qu'en fait, il avait fait du consulting dans une boîte qui vendait des animaux, des animaux, de la nourriture pour animaux. Et en fait, ça marchait pas. Et en fait, il avait fait juste un truc, c'est qu'il avait pris les mêmes croquettes. Et au lieu de faire croquettes pour chien, il avait fait une boîte par race de chien, en fait. Des croquettes pour Labrador, croquettes machin, mais en fait, à l'intérieur, c'était la même chose. Et quand il a fait ça, en fait, les ventes ont explosé. Parce que les gens, quand ils ont le choix, t'as un Labrador, au supermarché, entre des croquettes pour chien ou des croquettes pour Labrador, tu prends celle pour Labrador. Parce que tu te dis,
si c'est pour Labrador, c'est que ça doit être vachement bien pour mon chien, tu vois. Et en C'est ça. fait, ça donne une meilleure valeur perçue, ça donne une meilleure, enfin, c'est plus facile, tu vois, de percer euh, quand t'es, ce que tu disais, l'agence web pour les plombiers, que quand t'es l'agence web généraliste, parce qu'en fait, tout le monde est généraliste, tu vois. C'est ça. Donc C'est c'est à la exactement fois ça. d'un point de vue de production et d'un point de vue commercial, c'est intéressant. Et je pense que nous, pour nous, ça marche bien Scrap.io parce que justement, on a ce truc de dire, voilà, on est un scrapper Google Maps, on n'est pas un outil qui permet de générer des leads généralistes, tu vois. Je pense que ça joue beaucoup d'être justement de limiter volontairement et de mettre Google Maps sur la page d'accueil et que les gens nous connaissent pour ça, tu vois. Ouais, contrairement à certaines autres infrastructures où les mecs font des scrappers sur plein de réseaux. Et pour le coup, effectivement, tu trouves ton bonheur, mais c'est un supermarché, quoi. Le truc, c'est l'exhaustivité, mais la spécialisation n'existe plus. Et spécialiste du scrapping, ça veut tout dire et rien dire. Ce qui compte, et d'ailleurs, ça va amorcer, je pense, la transition vers le prochain sujet qui est un petit peu les mises à jour de l'infra et ce que ça a permis d'obtenir sur les fichiers. Mais l'avantage d'être spécialisé, c'est que ça nous permet de creuser plus profondément aussi dans la data, de mieux comprendre les besoins sur un truc très précis et puis d'aller chercher quelque chose qui soit cohérent par rapport à ce qu'on fait, qui soit dans la continuité et qui soit aussi réfléchi par rapport aux besoins des clients. Donc il y a des choses qui sont utiles. On en parlait un petit peu en off sur des nouvelles infos qui apparaissent sur Google Maps, pour lesquelles moi les essais que j'ai faits ne sont pas super pertinents pour l'instant parce que c'est le démarrage, parce que c'est un truc qui est généré par IA, par Google. C'est la valeur de l'information, pour moi, elle n'est pas ouf, dans le sens où je vois pas trop quoi en faire, quoi, en fait. C'est-à-dire que, enfin, je vois deux, trois cas d'usage, mais c'est pas à se taper le cul par terre, quoi. C'est pas un truc qui va révolutionner le game, quoi. C'est pas un truc sur lequel tu peux faire des filtres, c'est pas un, tu peux appuyer un petit peu de personnalisation un peu tricky et encore, mais ça se limite pour l'instant à ça. Alors sans doute aussi avec le temps ça va s'améliorer, ça deviendra peut-être plus pertinent, mais il y a des infos pour dire du coup qui sont intéressantes et utiles et d'autres qui sont juste intéressantes, quoi. Et puis celles qui sont utiles, c'est soit on en fait effectivement juste une information, soit on en fait un filtre. Et c'est aussi quelque chose sur lequel on a toujours un peu de réticence ou du moins de limite, c'est de toujours réfléchir au fait que plus on, et ça c'est un truc que tu expliques souvent, que plus on met de filtres et d'options et de trucs, et plus les résultats vont être bas, et plus on prend le risque que les gens arrivent en mettant, ils vont mettre leur profil idéal. Donc le mec, il doit avoir entre 18 et 19 ans, il doit être à tel endroit et dans 1 kilomètre de rayon et machin et truc, et du coup, t'en as pas assez. Et donc du coup, nous, si on fait ça sur un SaaS, on se retrouve avec des gens qui disent ouais, ça marche pas, je trouve pas ma cible, quoi. Parce qu'en fait, les gens cherchent d'une manière qui est beaucoup plus trop précise. Donc c'est aussi ça en fait le jeu, c'est des informations qui sont utiles et importantes et puis après à voir si quand elle est importante et utile, on en fait ou pas quelque chose qui devient une logique de filtrage des filtres, de filtrage des fiches pardon. Et pour moi, en fait, je fais toujours cette distinction entre ce qui est du filtre et de la personnalisation. C'est-à-dire qu'une info, on peut la prendre comme étant, OK, une note, par exemple, je veux tous les restaurants en dessous de 4 étoiles. Bon, ça, c'est une information qui est importante et utile parce que c'est de la segmentation et c'est aussi de la personnalisation. J'ai vu que vous aviez une note vous avez bien bossé sur le truc. Bon, il reste encore un petit peu de boulot à faire. On s'appuie sur une info qui est précise. Mais on peut aussi filtrer les gens par rapport à ça en se disant, OK, je vais faire des use cases. Donc les restaurants qui sont avec une note en dessous de 1, en dessous de 2, en dessous de 3, en dessous de 4. Par exemple, et on va faire 4 campagnes de prospection parce que les arguments vont être différents. Donc là, c'est la personnalisation de la segmentation. Après, il y a des trucs qui sortent dans les infos qu'on a qui servent à faire un peu de personnalisation éventuellement, mais pas pour tout le monde. Mais c'est des informations qui peuvent être utiles, mais pas utiles au point d'en faire un filtre en fait de segmentation. Tout à fait. Mais d'ailleurs, ça peut nous faire basculer ou transitionner vers un autre domaine qui est le sujet des matchings et des correspondances de données. Et Ah, et aussi. l'idée, en fait, c'est que ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant. C'est nous, on est spécialisé sur Google Maps et on peut avoir des gens qui nous disent, voilà, votre donnée Google Maps, on pourrait l'enrichir, par exemple, avec des fiches LinkedIn. Et on a eu quelques discussions là-dessus. Et de se dire, voilà, on pourrait retrouver les fiches entreprises LinkedIn qui correspondent à des entreprises
Google Maps, tu vois, ou autre, ou des fiches Facebook ou d'autres choses. Mais en fait, personnellement, moi, je pense que il vaut mieux être. En fait, on peut pas avoir tout ça, ça vient de l'idée qu'en fait, tu peux avoir un outil qui fait tout et qui fait tout bien. Et te dire, voilà, je veux un outil, ça va chercher à la fois sur Google Maps, sur LinkedIn, mais aussi dans les répertoires sirènes des entreprises en France. Et en fait, ça va tout me mixer et ça va tout me donner comme il faut. Et donc, je vais pouvoir cibler, je vais pouvoir dire, voilà, je veux les coiffeurs qui habitent dans telle ville, qui font entre temps et tant de chiffre d'affaires et qui ont entre temps et tant d'employés, tu vois. Mais le problème, c'est que la donnée de chiffre d'affaires et d'employés, elle n'existe pas sur Google Maps. Elle existe sur LinkedIn, mais elle existe les données sirènes, mais elles n'existent pas sur Google Maps. Et donc, personnellement, je pense qu'en fait, ça dépend de enfin, d'où tu pars, de quelle est ta recherche. Si tu cherches des entreprises spécifiquement en France qui ont un certain chiffre d'affaires, qui ont un certain nombre d'employés, que tu les targetes par taille, tu vas plutôt utiliser un outil qui fonctionne sur les bases sirènes. Ça existe, il y a des outils qui fonctionnent comme ça. Si tu cherches des agences web et que tu veux les employer, tu vas plutôt partir sur du LinkedIn, tu vois. Mais après, si tu veux chercher des coiffeurs, tu vas pas utiliser LinkedIn, tu vois. Donc, Ouais. c'est, en fait, l'idée de vouloir faire correspondre toutes les données et de dire, voilà, on va faire un outil qui va faire du matching, qui va aller faire correspondre toutes les données, je pense elle est fausse. Et puis, le problème, en fait, c'est que ça va créer de la déception aussi, dans le sens où, par exemple, si tu dis, voilà, on va faire correspondre toutes les fiches LinkedIn à nos données Google Maps, si les gens exportent ce qu'ils exportent actuellement sur Google Maps, c'est-à-dire restaurant, hôtel, coiffeur, ce genre de choses, c'est pas des business qui ont des fiches LinkedIn en fait. C'est Donc du coup, ça. C'est même encore plus complexe que ça, c'est-à-dire que pour reprendre un peu dans l'ordre, déjà pour matcher, il faut une information centrale qui permette de faire le point de jonction. Mais ouais, il faut savoir que le matching à 100% n'existe pas. Pour les essais qu'on a pu faire, 50% c'est bien, c'est-à-dire que déjà une fiche sur deux Google Maps, même si on a l'infrastructure, même si on a la volonté ou pas de le faire, on fera jamais mieux qu'une sur deux avec des infos qui sont reliées. Alors infos qui sont reliées, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes remplies, parce qu'il y a des boîtes qui remplissent pas leurs obligations de produire des documents chaque année. Donc tu as des gens en plus, tu vois, où tu vas avoir une partie qui est très infime des trucs. Et puis le dernier point, c'est que plus tu multiplies les plateformes et plus tu vas multiplier les trucs. C'est-à-dire que les boîtes fonctionnent toutes à peu près de la même manière. C'est tu crées ta boîte, enfin tu vas créer ton site web, tu vas créer peut-être ta fiche Google Maps, et ensuite tu vas copier-coller la même description après sur les autres trucs. Ou alors, si ça devient un canal principal pour toi d'acquisition, par exemple LinkedIn, tu vas mettre plus d'efforts dessus. Mais tu vas te retrouver avec des infos qui sont plus ou moins répliquées et plus ou moins bien. Donc tu ne sauras jamais laquelle est la plus récente non plus. C'est-à-dire que, tu vois, qu'est-ce que tu prends finalement? La description analysée par l'IA du profil LinkedIn de la page de l'entreprise ou sa classification NAF en France qui est ultra précise? Ça devient quoi ton moteur en fait pour filtrer les trucs? Et derrière, est-ce que tu prends la liste des salariés, tu prends le nombre de salariés de LinkedIn, qui est beaucoup plus déclaratif que réel. En réalité, c'est des catégories et c'est pas toujours à jour non plus. Ça dépend si tous tes salariés sont dedans, ils ont plus de facilité à le remettre. Et c'est d'autant plus vrai si c'est des grosses boîtes. Mais si c'est des petites boîtes qui sont l'immense majorité des boîtes en France, c'est-à-dire des boîtes unipersonnelles en substance, ça fait pas sens, tu trouves rien en fait. Et c'est difficile d'avoir une solution universelle à des sociétés qui sont avec des problématiques différentes, avec des réseaux différents, et puis avec des clients qui ne recherchent pas la même chose. C'est-à-dire pour certains, ils voudront prospecter par LinkedIn, d'autres ils vont te dire ouais mais moi je suis sur Insta, donc il me faudrait les trucs sur Insta et machin. Donc en fait on devient un peu tentaculaire. Et puis le dernier point, c'est que les infos, ça existe en France, mais sur Google Maps, il y a 200 pays. Et dans les 200 pays, tu n'as pas accès aux bases de données des entreprises de la même manière. Pire, tu n'as pas accès du tout, dans certains cas de figure et dans la plupart des cas, à des données centralisées d'entreprise. C'est vrai dans les pays de l'OCDE, parce qu'il y a eu des normes, des trucs où ils se sont engagés à publier un peu les trucs. Mais même aux États-Unis, c'est un registre par État. C'est-à-dire que tu n'as pas la liste des entreprises américaines, elle n'existe pas avec le numéro d'inscription machin. Non, c'est par État. Et 50 États. Et les formats de base de données, c'est pas les mêmes. Les infos qu'il y a dedans, c'est pas tout à fait les mêmes. Leurs règles, c'est pas les mêmes.
Il y a une différence fondamentale entre la Californie et le Texas, quoi. Et je parle même pas du Wyoming et machin. Donc le truc, c'est indémerdable en fait. En réalité, le vrai problème de la fusion des données, c'est que c'est un truc qui est très approximatif, ne serait-ce que déjà d'un point de vue statistique en fait. Si en fait tu matches 1 sur 2, ça veut dire que tu fais 50% du matching et encore. C'est dans le meilleur des cas. Ça ne veut pas dire que tes informations en plus dedans vont être pertinentes. C'est-à-dire que tu as une partie des infos. Alors c'est intéressant en France parce qu'on a le gérant. Donc ok, ça peut servir pour le coup pour avoir le prénom de la personne à qui on s'adresse. Éventuellement de matcher ça avec son adresse mail pour être sûr de trouver dans la liste des emails qu'on récolte nous lequel est vraiment celui de la personne. Si c'est voilà, directement le sien, auquel cas, ok, là ça fait sens. Mais après c'est extrêmement compliqué de se dire ok, je vais démarcher tous les directeurs financiers à partir de Google Maps. Parce que en fait, dans certains cas, on va pouvoir les trouver sur LinkedIn, dans certains cas, pas. Et puis, dans certains cas, on va pas pouvoir matcher la fiche LinkedIn avec une fiche entreprise. Nous, on les scrape sur les sites web. Donc, on a les infos des profils LinkedIn qui sont référencés sur les sites internet. On a donc également, quand ils l'ont mis, le lien vers la page entreprise LinkedIn. Mais s'ils le mettent pas, on l'a pas. Et en réalité, sur Google Maps, on a à peu près, c'est quoi, 50% des gens qui mettent un site web. Donc, on a déjà, en fait, nous, cette déperdition aussi. Donc, en fait, si on prend 50% de 50%, finalement, il en reste pas beaucoup, quoi, au final. C'est ça. Et surtout si tu rajoutes des filtres, c'est-à-dire tu dis voilà, on Ouais. va laisser des filtres Google Maps, mais en plus on va rajouter des filtres sur le nombre de followers LinkedIn et des filtres sur le chiffre d'affaires dans la base sirène, tu vois. Donc en fait, déjà tu élimines 50% de 50% parce qu'il faut que l'entreprise elle ait un LinkedIn et une correspondance sirène, une correspondance LinkedIn et sirène. Et ensuite dans déjà ces résultats filtrés, tu en plus refiltrer sur quelles données tu veux et quelles données tu veux pas, tu vois. Donc tu te retrouves avec 3 leads en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il faut réfléchir en L'IA. amont. Il faut que le client y réfléchisse en amont et qu'est-ce qui est important pour lui, quelle est sa cible. Et selon sa cible, certains outils seront mieux que d'autres. Google Maps n'est pas la solution universelle. C'est une solution qui marche bien pour beaucoup de clients, pour les entreprises, notamment tout le business qui est hors ligne, qui n'est pas sur LinkedIn ou ce genre de choses. Mais à partir du moment où tu veux prospecter des startups, où tu veux prospecter des agences web, peut-être un peu plus discutable, mais c'est mieux Si, d'aller si. sur LinkedIn, tu vois. Non, non, les agences web, c'est discutable parce qu'on a beaucoup de gens qui les recherchent, les agences web. Ouais, ouais. On a l'avantage, en fait. Bah, le problème, c'est que des agences web, il y en a beaucoup. En France, je crois qu'entre les agences web et les agences de web marketing, il y en a plus de 60 000. Et autant extraire quelques centaines de leads sur LinkedIn, c'est pas trop compliqué. Mais autant quand tu commences à le faire dans les dizaines de milliers, tu as des solutions, mais elles sont vite très chères, en fait. C'est-à-dire 60 000 fiches plus les salariés qu'il y a dedans pour prospecter LinkedIn, ça coûte très cher. Si. Donc il y a cette question-là en fait qui se pose. Mais ouais, ouais, c'est toujours un arbitrage. Alors évidemment, les gens, ah, je pourrais être plus pertinent dans mes campagnes si j'avais telle information. C'est souvent faux. C'est Jason qui revenait beaucoup là-dessus. Euh, qui est de dire qu'en fait, lui, il personnalisait même pas les messages, en fait, pour la fiche qui démarchait. Il personnalisait la campagne par rapport à la problématique de la catégorie qu'il démarche. C'est tout. Effectivement, c'est suffisant. L'idée que les gens, en fait, ils répondent sur un pain point sur lequel on appuie très fort, ah, tu vois, t'as une mauvaise note Google Maps. Pas de bonne note Google Maps, bah t'as moins de clients. Et les clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme toi. Ils ouvrent Google Maps, ils cherchent restaurant, ils voient 3, bah 3, tu viens pas. Et c'est ça en fait. Ça, c'est un vrai pain point. Imagine combien de clients tu perds chaque semaine en fait en laissant ta fiche Google Maps à l'abandon. C'est un vrai truc sur lequel il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup de personnalisation et avoir le prénom du gérant et un gadget en fait dans cette logique-là. C'est-à-dire que c'est loin d'être indispensable et que tu peux obtenir les résultats sans. C'est si tu appuies très fort ou ça fait mal, que tu aies ou pas son prénom, il va répondre. Et s'il n'a pas Ouais, c'est répondu, ça. c'est que tu n'as pas identifié un bon pain point ou que tu as été mauvais dans l'approche. Mais en gros, ça peut être très suffisant. Donc il y a plein de choses qui sont un peu du gadget, qui font joli dans les campagnes. Mais en réalité, on a déjà beaucoup d'infos qui sont sous-exploitées dans les fichiers et que la plupart des gens, d'ailleurs, ignorent même la plupart du temps. Non, mais tu as bien résumé. Ça dépend en fait, ça dépend de la manière dont tu veux prospecter. Si tu veux, tu dis voilà, moi je vais prospecter que les restaurants qui ont
une mauvaise note, bah, tu vas pas passer par, tu vas passer par Google Maps, tu vois. Mais si Ouais. tu veux prospecter d'une autre manière, tu vas pas passer par Google Maps. Donc, mais après, voilà, vouloir recoller derrière à chaque fois, qui est ce que beaucoup veulent faire. Pour moi, c'est à la fois de la dispersion, mais même, ça revient à ce qu'on disait au tout début de, de, de la vidéo là. Mais c'est à la fois de la dispersion, mais aussi, c'est même pas, ça nous aide même pas forcément, tu vois. Le produit devient même pas meilleur en fait, parce que plus il est généraliste, moins il est bon. Non, mais je pense au-delà de ça que pour les clients, c'est aussi une problématique. C'est-à-dire que, ok, tu te retrouves avec un fichier qui est très exhaustif. Tu en as peut-être 10% qui vont être actifs Qui ont sur tout. LinkedIn. Donc ça voudrait dire qu'il va falloir que tu fasses du LinkedIn. Un autre qui va être, tu n'auras qu'un email, donc tu vas les prospecter par email. Les autres, tu vas avoir uniquement un téléphone parce qu'on n'a pas de site web, donc tu vas les démarcher par téléphone, SMS, enfin j'en sais rien, tu vois. Et en fait, tu vas être obligé de démultiplier aussi en exploitation d'une manière qui est faramineuse. Après, il va dire Instagram. Ah ouais, les mecs, ils sont sur Insta. Bon, bah, faut que je les démarche sur Insta. Et en fait, t'en finis pas parce que finalement, tu tires le fil jusqu'au bout et t'as jamais terminé. Et après, une fois que t'as envoyé un email, t'as l'impression que c'est fini. Mais non, il faut les relancer, il faut suivre le truc, il faut éventuellement les basculer sur un autre canal. C'est là où ça fait sens. Donc, ça devient une énorme machine gigantesque où tu as certes beaucoup d'informations, mais qui ne sont pas utiles en réalité. C'est un peu plus ça, finalement, je pense, le fond du problème, c'est de savoir ce qui est vraiment utile et pertinent. Le chiffre d'affaires pour une boîte, effectivement, c'est de la segmentation, c'est vrai. Le prénom du dirigeant, c'est accessoire. Parce que tu comptes sur le fait que la personne en face va se sentir obligée d'ouvrir l'email parce que tu as mis son prénom. C'est juste fake, en fait. Ouais, clairement. Et c'est un mauvais, enfin je dis pas que c'est mauvais de le faire, mais c'est un mauvais réflexe de pensée de dire que tout le succès d'une campagne, elle repose sur ce truc-là. Elle repose à 1% du temps dessus. C'est tout. Ouais, non, mais je pense qu'on peut pas tout avoir. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui nous disent, enfin beaucoup, superlatif, si quand même beaucoup, qui viennent en fait. Il y a pas mal de déçus de Scrap.io parce que ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, sur Scrap.io, t'as que des emails génériques. T'as que des contacts at entreprise.fr et t'as très peu de prénoms, pronoms. En fait, il faut savoir ce qu'on veut aussi, quoi. Les prénoms.nom à domaine.com, tu les as sur LinkedIn parce que tu peux avoir des profils de personnes. Mais sur Google Maps, en fait, tu peux avoir que des profils d'entreprise. Et donc, voilà, quoi. C'est plus ce que je voulais en venir, Après, mais. pour relativiser sur les emails, il y a aussi le fait qu'on en est, enfin on en référence beaucoup, mais un restaurant, il n'y a pas 15 emails, il n'y a pas, sauf si c'est une chaîne avec 100 salariés dedans, ok, il y aura peut-être quelqu'un qui s'occupe du personnel, des achats, des machins, mais Ouais, en vrai, la plupart du temps, la plupart des entreprises en France, et pas un peu partout, c'est des entreprises unipersonnelles ou à une ou deux personnes. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 15 boîtes mail avec le nom, prénom de chacun dans le truc. et le nom de domaine C'est d'entreprise, très ouais. très peu le cas, quoi. C'est pas du tout la même chose sur LinkedIn où effectivement les boîtes qui sont sur LinkedIn et qui sont les gens qui sont actifs sur LinkedIn, ils ont un nom de domaine avec une adresse mail par salarié, plus les services, plus machin. Nous, on a en revanche dans les fichiers, on a ces infos-là, c'est-à-dire toutes celles qui sont référencées sur le site internet, on va les présenter. Maintenant, il faut effectivement faire un peu un travail dessus. J'avais fait un article, franchement une vidéo sur un script que moi j'utilisais pour avec ChatGPT pour classifier les emails pour trouver les gens qui s'occupent du service client, les gens qui s'occupent de la maintenance informatique, des achats, du DRH, des trucs comme ça. Et donc finalement catégoriser les emails en fonction de patterns pour les mettre dans un truc où tu vas choisir quel interlocuteur tu veux. Mais le principe, c'est que la cible qui est sur Google Maps prioritairement, effectivement, c'est pas la même que celle qui est sur LinkedIn et donc c'est pas les mêmes règles qui vont être à utiliser, quoi, Ouais, tout c'est ça. simplement. Et, Et puis et les gens. un plombier qui a mis une adresse mail sur son truc pour contacter moi, c'est que lui il répond dessus. Hein. C'est ça. Il est peut-être tout seul, il répond le soir de temps en temps parce qu'il est sur les chantiers la journée, mais il va répondre sur celle-ci. Ce qui compte, c'est qu'elle soit responsive, c'est pas qu'elle soit la plus Ouais. jolie possible ou avec la plus personnalisée. Non, mais c'est ça, les gens arrivent avec les règles issues de LinkedIn, ils se disent, voilà, moi, il me faut un prénom.nom at domaine.fr, et il faut que je mette le prénom du dirigeant dans l'email.
pour que ça marche. Mais en fait, sur Google Maps, les règles sont différentes. Comme tu disais, l'exemple du plombier, il va pas mettre richard.durand@plomberiedelila.com. Son email, ça va être plomberiedelila@gmail.com. Et c'est un email générique, mais c'est l'email qu'il consulte en fait. C'est pas un prénom, Ouais. c'est pas un nom. Et en plus, ça a un avantage que les gens soupçonnent pas, c'est que en fait, prospecter sur des emails génériques, c'est autorisé. Prospecter sur des emails personnels, c'est déjà beaucoup plus sujet Tendu. à, voilà, faut une notion d'intérêt légitime, tout ça. Donc, voilà. En gros, c'est les règles. En plus, les gens se disent, voilà, c'est des emails génériques, donc ça va pas répondre. Mais en fait, nous, les retours qu'on a eu jusqu'à présent, c'est que c'est des emails génériques qui marchent et qui répondent bien. Parce que c'est Bah oui. un pan en fait qui est sous-exploité par rapport à LinkedIn où c'est de la prospection en permanence où tout le monde se prospecte prospecte entre eux quoi. Je réponds même plus aux emails de prospection que je reçois sur Scrap. Ouais. On en reçoit tout le temps, mais Ouais, ouais, ouais. ils arrivent, hein, c'est sûr, mais je les regarde pas. Alors sur LinkedIn, certes, t'as le nom et le prénom, mais le mec, enfin, tu vas envoyer ton message de prospection, ça va être le 10e de la journée. Est-ce que ça va vraiment mieux marcher qu'un email générique où le mec il a jamais été contacté parce que c'est pas encore dans les pratiques, tu vois. Ouais. Ah, c'est très différent. C'est très différent et effectivement, il y a une vraie différence à l'utilisation, au ciblage et à l'exploitation entre LinkedIn et Google Maps. C'est pas fait pour les mêmes catégories de professionnels. C'est très rare en fait qu'on se retrouve en concurrence avec quelqu'un qui dit ah, moi je peux faire la même chose sur LinkedIn quoi. Ça n'existe pas en Mais fait. Mais ouais, mais après, c'est assez frustrant quand même de voir des gens, enfin des clients qui arrivent et qui justement appliquent leur grille d'analyse LinkedIn à Scrap.io et ils disent voilà, on n'a pas le nom et le prénom, ça marchera pas. Tu vois. Alors qu'en fait, nous, on sait que c'est faux. C'est pas le nom et le prénom, Ouais. c'est pas parce que t'as pas un email qui est prénom.nom@domaine.com que ça va pas marcher en fait. Les emails génériques, ça marche très bien aussi. Ça dépend desquels. Évidemment, si tu envoies sur contact@facebook.com, ça va pas trop bien marcher, tu vois. Mais si tu envoies Mm. sur un petit commerçant, un petit artisan, oui, ça va marcher, il n'y a pas de raison. C'est ça, c'est ça. Ok, je pense qu'on a bien dégrossi cette partie-là. Est-ce qu'on parlerait pas des travaux de l'infrastructure de cet été et de ce que ça a permis d'ajouter au fichier, puisqu'on a un peu survolé, touché du doigt, mais on n'a pas détaillé plus que ça. Bah, en fait, ouais, on a eu un client, donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on a eu un client qui nous a demandé une presta, et pour le coup, celle-là, on l'a accepté parce que justement, ça permettait d'améliorer notre scrapper, et on a ajouté des informations. Donc, on avait ajouté, je crois, les nuages de mots-clés. Mais je crois on en avait parlé dans la dernière vidéo, je suis pas sûr. Non, je crois qu'on en a pas parlé. Non. J'ai envoyé un email à ce Non, non. sujet, mais on a ajouté pas mal d'infos. On a ajouté les nuages de mots-clés. Donc en fait, quand on va sur une fiche Google Maps, on a les mots-clés les plus utilisés dans les reviews. Donc ça, c'est une donnée maintenant qui est disponible dans les exports. C'est-à-dire que pour chaque établissement, il y aura les mots-clés les plus utilisés dans les reviews, avec le nombre de mentions. Donc ça permet de savoir, voilà, c'est un établissement, on a beaucoup, par exemple, tu donnais l'exemple de terrasse, c'est un restaurant et ta terrasse qui apparaît souvent, bah, tu sais que voilà. Après, c'est toi qui disais l'utilité, elle est, c'est pas forcément très utile, bon, faut voir. Mais en tout cas, c'est une info qu'on a rajoutée. Je l'ai Après, pas là, vu on est d'une en manière train, ouais. exhaustive pour relativiser le truc. J'ai fait quelques essais dessus. Je suis pas certain que ça soit dispo partout dans le monde. Je pense qu'il le déploie progressivement. Et la manière avec laquelle ça fonctionne, c'est sur des fiches où il va avoir déjà un certain nombre de commentaires. Si tu as 3 commentaires, tu vas pas faire un nuage de mots-clés. Donc en fait, je vais pas étudier comment est-ce qu'ils l'ont constitué. Je pense que ça va s'améliorer progressivement, mais que ça marche surtout sur des fiches où tu as un volume important déjà de commentaires. Ouais. Donc il y a ça, on a rajouté les liens de réservation, les liens de commande, les liens de menu. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est très spécifique, mais qui était demandé par certains clients. Parce qu'ils arrivent, ils veulent scraper Google Maps, ils s'attendent à avoir ce genre d'infos qui sont présentes sur Google Maps. Notamment, par exemple, des startups qui travaillent, euh, par exemple, enfin, pas des concurrents de Deliveroo, mais tu vois, des choses comme ça, qui veulent savoir si les restaurants sont déjà présents sur certaines plateformes ou pas. Hmm. Donc, on a ajouté ça. C'était beaucoup demandé, assez étonnamment. D'ailleurs, ouais, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit autant demandé, mais c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir le feedback des clients parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui demandent dont on ne s'y attendait pas.
Voilà, donc les liens de réservation, c'était très demandé et ça a été rajouté. Ensuite, là, on est en train de travailler sur le price range. Donc le price range, c'est la gamme de prix. Parce qu'en fait, Google a modifié la manière dont il gère la gamme de prix. Jusqu'à présent, en fait, la gamme de prix, c'était bien une info qui était disponible. Mais quand j'ai codé le scrapper il y a quelques années, en fait, ça existait. C'était que ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui du business reported price range, c'est-à-dire une gamme de prix qui est décidée par le créateur de la fiche Google Maps. C'est lui qui va choisir, quand il va créer sa fiche, il va dire, voilà, moi, je suis plus ou moins cher. Maintenant, Google a rajouté une information depuis, qui est le prix qui est rapporté par les commentaires. C'est-à-dire que, par exemple, si on cherche restaurant Paris, s'il y a suffisamment de commentaires sur une fiche, où les gens ont sélectionné le plat qu'ils avaient choisi et le prix qu'ils ont payé, Google va faire un mix et va nous dire, voilà, le prix moyen qui est payé par les gens, c'est ce prix-là. Et cette info, on l'avait pas parce que c'est une nouvelle feature qui est sortie par Google Maps et on va la rajouter. Donc maintenant, on aura le business reported price range, donc celui qui est choisi par l'entreprise quand il est dispo, ou le prix rapporté par les clients quand il est dispo. Il faut savoir que, juste, je sais pas si c'est vraiment utile que je m'étende dans les détails, mais comment est-ce que ça marche? En fait, par défaut, Google affiche le prix qui est reporté par le business, le prix qui a été enregistré par le créateur de la fiche. Et à partir du moment où il y a suffisamment de commentaires avec des prix, il va enlever cette info et il va mettre celle des commentaires. On n'a jamais les Elle deux va en la fait. remplacer considérant que c'est plus pertinent. Voilà. Il Ok, va, il va la ouais. remplacer, ouais. Il affichera plus celle qui est mise Le par le déclaratif du business. propriétaire pour remplacer par du retour réel de commentaires. Exactement. Parce Donc que ouais, ça va être ajouté. Ensuite, on a réussi après beaucoup d'essais. Sarah elle a beaucoup bossé dessus. Elle a fait un super travail d'ailleurs pour trouver les business qui sont fermés temporairement. C'était une info qui était difficile, qui paraît assez anodine, mais qui pour nous était assez compliquée à trouver. Donc pouvoir voilà savoir si un business est fermé temporairement. Ça va être ajouté dans les e-sports. C'est pas encore en ligne, mais bon, c'est en bonne voie. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, sinon on a augmenté la puissance de scrapping parce qu'on a un client qui justement nous a demandé ces infos-là, mais il nous a aussi demandé parce qu'il voulait scraper beaucoup de fiches et les maintenir à jour, notamment sur les États-Unis. Donc c'est plusieurs millions à maintenir à jour tous les mois. Donc on a augmenté un peu la vitesse de scrapping, mais ça devrait bénéficier à tous les clients. Voilà, on a ajouté 3 fois plus de serveurs en fait de scrapping. Donc ça voilà, fait une petite. On était à ça quoi fait une petite diff. 5000 requêtes par minute avant. Ouais, on était à 5000 requêtes, on monte à 10 000. J'ai déjà vu monter jusqu'à 15 000, 17 000. Mais bon, après, c'est en Ouais, pointe, c'est pas en permanence. c'est ça. C'est ça. Et puis il y a une différence entre les sites web et les fiches Google Maps. Bon, bref, il y a des paramètres, mais c'est Ouais, ouais. Je, un point qui est je veux intéressant que rajouter tu évoquais. deux, trois trucs. Ouais, Ouais, bah vas-y. vas-y. Après, je rajouterai sur si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit, sinon après, je rajouterai sur les features à venir, sur ce sur quoi on travaille. Ou alors, je le fais maintenant, Euh, comme tu veux. bon, oui, tu peux. C'était pas très important ce que je voulais dire. Allez, vas-y, je t'en prie. Ok. Donc, les features sur lesquelles on travaille actuellement, euh, là, dans les médias, on travaille sur le fait de récupérer les emails sur les pages Facebook parce que Ouais. c'est un gros, notamment en Asie, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup d'établissements Google Maps qui ont en lien une page Facebook. Ils créent pas de site. Ils créent juste une page Facebook et quand ils vont créer leur fil Google Maps, ils vont mettre en lien leur page Facebook. Et en fait, sur la page Facebook, il y a l'email. Mais c'est une info qu'on ne scrapait pas jusqu'à présent parce que scraper Facebook, c'est un peu compliqué. Et vu qu'on envoie beaucoup, beaucoup de requêtes, il faut potentiellement passer par des proxys, etc. Donc, on travaille là-dessus. L'idée étant de récupérer beaucoup plus d'emails, notamment pour certains marchés, peut-être qui sont plus exotiques, comme les marchés asiatiques, où en fait, les gens n'ont pas de site. Les entreprises n'ont pas de site. Elles ont une page Facebook, elles ont un profil. Ouais, profil Facebook en majorité, et elles ont pas de site, quoi. Donc il y a ça. Il y a un autre truc aussi qui est très important sur lequel on bosse, en fait, c'est sur la vitesse de recherche. Parce qu'en fait, là, quand les utilisateurs font une recherche, faut savoir que derrière, c'est un gros serveur et que ça recherche sur plusieurs centaines de millions de lignes. Donc, quand une personne fait une recherche et qu'elle cherche, par exemple, les agences web dans telle ville qui ont telle note, etc.,
nous, derrière, on a un moteur qui va parser des centaines de millions de lignes. Et du coup, on a ajouté une fonctionnalité qui permet de rechercher 100 mètres d'activité, donc rechercher toutes les entreprises présentes dans une localisation. Mais il y a un problème, c'est que ça devient moins performant en fait quand on met pas d'activité. Donc du coup, on bosse vraiment là-dessus sur le fait d'améliorer la vitesse de recherche et la vitesse de filtrage dans ces centaines de millions de lignes pour donner un résultat qui soit plus instantané. Donc on a trouvé des pistes d'amélioration qu'on va essayer d'apporter et ça va nous permettre de basculer sur une autre tâche qui paraît importante, c'est de faire de la recherche multicatégorie. Donc pouvoir sélectionner plusieurs catégories à la fois, notamment parce que Google Maps, en fait, il y a beaucoup de catégories qui sont assez proches et c'est souvent compliqué de dire voilà, moi je veux les salles de sport, mais aussi les gyms, mais aussi les, tu vois. Et souvent les clients, ils se retrouvent à faire plusieurs exports. Ils font un export par type et ça devient un peu pour eux, ça leur donne mal à la tête, quoi. Hmm. Et du coup, on va essayer de faire ça, mais ça repose beaucoup sur notre capacité à arriver à améliorer la performance de recherche sur 300 millions de lignes, enfin 400 millions de lignes, tu vois. Donc, Hmm, hmm. on travaille sur l'amélioration de ces performances pour pouvoir ensuite basculer et permettre la recherche sur plusieurs catégories. Alors, le nombre de catégories sur lesquelles on va pouvoir rechercher en même temps, c'est pas encore défini. Il va falloir qu'on fasse des tests. Mais dans l'idée, ce serait vers ça qu'évoluerait notre produit. Et enfin, dernière feature, dernière mais non la moindre, euh, on est en discussion là avec un prestataire enfin, un prestataire, un partenaire pour enrichir les données de Google Maps avec des infos de sirène en France pour pouvoir notamment ce que tu disais, ce que tu as évoqué maintes et maintes fois, ajouter le prénom du dirigeant, parce que c'est une demande qui est récurrente. Donc, même si on veut pas faire de matching qui soit trop poussé, on va quand même faire un matching basique sur les sirènes, parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup demandé par les clients. Ils veulent beaucoup le prénom du dirigeant et les infos d'entreprise. Donc là, actuellement, on est en discussion pour pouvoir ajouter cette info. Alors, comment est-ce que ça marcherait? Dans l'idée, ce serait de faire d'abord sa recherche sur Google Maps, de créer son export, et ensuite, dans un second temps, de dire, voilà, on veut l'enrichir avec des infos de sirène, on veut enrichir avec des noms de dirigeants, on veut enrichir avec des chiffres d'affaires, enfin, des données qui viennent du sirène, quoi, les chiffres d'affaires, le nombre d'employés et le nom du dirigeant. Et voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Donc c'est les choses qui ont été apportées sur Scrap.io et les choses qui vont venir, c'est sur lesquelles on bosse en ce moment. Voilà. Yes. Ça fait déjà beaucoup de boulot, effectivement. Ouais, pour revenir sur ce que tu disais sur les filtres et la rapidité de faire des recherches, effectivement, c'est problématique. Je pense que pour la plupart des gens, et même pour moi qui suis moins dans la partie technique, pour pas dire pas du tout dans la partie technique par rapport à toi, mais on n'a pas idée de ce que ça demande, effectivement, une base de données. En fait, on a des champs qui sont à plusieurs dizaines de champs. On a quoi, 70 colonnes, un truc du genre maintenant? Je ne sais plus. Non, enfin, je ne sais pas. Ouais, bref, ça fait beaucoup de colonnes. Enfin, il y a plus de 50, c'est sûr. Je crois que c'est 70. Mais bref, on en a beaucoup, beaucoup. Et du coup, ça fait énormément de données. Et plus il y a de données, plus ça demande de puissance. Mais jusqu'à un certain point, c'est possible de le régler. Mais après, effectivement, ça passe par des optimisations qui deviennent très spécifiques, quoi. Et pour le coup, il faut un peu itérer, trouver. Et puis, ce qui marche parfois sur 10 000, ça marche pas pareil sur 100 millions. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu arrives à faire un x2 sur certaines requêtes que ça va être généralisable à une base de données aussi gigantesque. Et quand on dit base de données, c'est la base de données de pré-scrapping en fait qui nous sert à pouvoir présenter des résultats avant de remettre à jour les fiches pour les exports. Mais quand même, ça fait énormément effectivement appel à des ressources techniques qui deviennent complexes sur ce truc-là. Pour ceux qui veulent avant qu'il y ait des progrès significatifs se pencher sur la question, il y a l'API qui permet de faire des trucs en automatique plutôt que les multicatégories. On peut les faire avec des requêtes via l'API, avec du scénario mec et compagnie, et s'en sortir très bien, quoi. C'est moins accessible à tout le monde, aux débutants évidemment, mais c'est possible de le faire autrement en passant par nos propres outils, quoi. Ouais. Bon, après, nous, ouais, l'objectif, c'est de faire un outil performant qui puisse rechercher sur plusieurs catégories à la fois et qui réponde ouais, instantanément. Pour moi, c'est mon objectif, c'est ma ligne de mire. Après, on verra si on y arrive. Mais c'est vrai que ouais, la performance de recherche sur des centaines de millions de lignes, c'est quand même
quand même un petit morceau. Et même en mettant, comme disent les Américains, throw money at it, même en jetant de l'argent, en achetant des gros serveurs avec du 256 gigas de RAM ou des choses comme ça, bah, c'est quand même, on a quand même des difficultés à y arriver. Donc on va voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Mais a priori, on est en bonne voie déjà pour trouver quelques solutions à ça. Et c'est vrai qu'après, tu vas creuser vraiment dans des trucs techniques très spécifiques et très approfondis. Mais bon, après, c'est un challenge intéressant. Donc, voilà, c'est un challenge technique Yes. intéressant. Ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ben, on Ouais, a fait un bon point, je pense, de rentrée. ok, super. Tu voyais d'autres points à ajouter? Bah non, moi j'ai dit ce que j'allais dire sur les features de Scrap.io faites et à venir. Donc voilà. Ok, pas beaucoup mieux. Bah, on a Ok. 50 minutes, c'est un peu plus court que ce qu'on avait l'habitude de faire, mais je pense que c'est suffisant. On a fait un bon tour de débroussaillage de ce qu'on a fait cet été, des nouveautés à venir, et puis bah, quand ce sera en ligne, on aura l'occasion d'en refaire une nouvelle émission pour présenter, pour parler un petit peu de tout ça et d'autres sujets, comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, et puis on va se dire à très vite dans la prochaine. Ciao Julien. Salut Seb. À bientôt. Ciao, ciao.